Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à l'exercice favori, notamment de tous les vendredis sur Diaspora FM, vous le savez. C'est la radio à suivre avec beaucoup de plaisir et sans jamais, évidemment, la rater, cette émission qui donc vous permet d'avoir l'analyse profonde, le pourquoi des grands événements de l'instant ou du moment. L'actualité est passée au paille-fin ici, vous le savez, avec des débatteurs rompus à la tâche. Ishola Digui, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Daba, bonjour à toutes et à tous. Merci pour le faux bond de la semaine dernière. Est-ce que c'était un faux bond? C'était dû aux impératifs professionnels. D'accord. Vous l'aurez su, hein, chers amis auditeurs, on n'y était pas parce que il y avait un certain nombre de contingences qui ont empêché Point 7 d'avoir lieu, mais en lieu et place, vous avez quand même eu, et bien sûr, la rediffusion de l'autre numéro de Point 7, et ça a permis à beaucoup plus de gens de comprendre réellement le contenu et les tenants de cette actualité qui a été développée au cours de ce numéro de Point 7. Aujourd'hui, on est là avec Monsieur Emmanuel Tambéry. Bonjour. Bonjour, Monsieur Peggy. C'est votre deuxième passage dans l'émission. Oui, bien sûr, avec plaisir. Activiste sur les réseaux sociaux. Oui. Sur quel sujet vous avez tweeté cette semaine? Bon, nous sommes dans un moment un peu plus sensible. On ne tweete pas tout le temps. On analyse aussi, on regarde, on collecte les informations. Cette semaine, j'ai plus collecté des informations que tweeté. C'est ça. Ouais. Et là, le sujet qui polarise l'attention depuis quelques jours, on va dire 2 ou 3, c'est bel et bien le blocage du chargement de la cargaison de pétrole brut via pipeline qui devait être inaugurée depuis quelques mois déjà, mais qui ne l'est pas. Finalement, les autorités béninoises ont pris la décision d'empêcher, et bien sûr, ce chargement de cargaison de pétrole brut venu du Niger. Et la question suscite des vagues. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est même monté au créneau, on va dire un peu à la limite de la colère, était noté dans ces, on va dire, déclarations. Dieudonné Tambéry, comment avez-vous vécu l'avènement, on va dire, de ce sujet-là? Merci beaucoup, M. Peggy. C'est une question, la grosse information de la semaine. Moi, je dis, vous savez, chez moi, sinon un adage dit que lorsque deux éléphants se battent, ce n'est que les herbes qui en souffrent. Nous sommes ici en face d'un combat entre deux éléphants. Il y a deux éléphants miniatures, il y a deux autres éléphants encore plus grands. Et cela fait que le sujet est très complexe. Quand je parle de deux éléphants en miniature, c'est le Bénin et le Niger. Mais au-delà de ça, il y a aussi une idéologie qui est en train de deux idéologies du moins, qui sont en conflit. C'est tout ça qui fait que le sujet est très, très complexe. On a vécu les relations, je vais dire, le refroidissement des relations entre le Bénin et le Niger depuis le coup d'État. Et beaucoup de situations, beaucoup de faits se sont succédés. Et aujourd'hui, on pensait que tout allait mieux. Mais là, on se rend compte que ce n'était qu'une couche sur les problèmes. Et là, tout revient à la surface. C'est difficile qu'aujourd'hui nous soyons à cette position. C'est difficile qu'aujourd'hui nous soyons à cette, je vais dire, que les relations entre le Niger et le Bénin soient aussi tendues. Mais tout, nous verrons que c'est la population qui en souffre. C'est la population qui en souffre. Aujourd'hui, on dit que les céréales ne vont pas aller au Niger. On dit que l'oignon ne va pas venir au Bénin. Ce qui est sûr, les dirigeants ne manqueront pas de céréales. Les dirigeants ne manqueront pas de l'oignon dans leur repas. Donc, c'est la population qui va en souffrir. Je pense qu'il faut vraiment remettre la balle à terre. Il faut réfléchir, il faut se calmer, il faut s'asseoir, il faut vraiment discuter vrai, discuter intérêt général,
discuter pour sauver les populations qui risquent d'en souffrir encore plus. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est la réponse du berger à la bergère? On a demandé au Niger de bien vouloir réouvrir sa frontière avec le Bénin, ce qui n'est pas une égalité jusque-là, quand bien même l'État béninois a montré quand même des signes de dégel, des excuses ont même été présentées, des mea culpa ont été faits au dernier sommet. Allô? Mais là, le Niger persiste toujours et donc n'ouvre pas ses portes et ses frontières. Le chef de l'État béninois a, semble-t-il, été exaspéré par la situation et voilà pourquoi il prend cette décision. Est-ce que on n'aurait pas pu, ou comment voyez-vous, comment analysez-vous cet état d'âme du président de la République béninois? Oui, je pense que quand vous écoutez le président dans son dernier interview, on se rend compte quand même que, quelque part, il a fourni beaucoup d'efforts. Il a voulu que certaines choses s'arrangent. Nous ne savons pas de quelle manière ça se passe. Nous ne savons pas si lui-même, il est aux négociations. Aussi, ses envoyés peut-être ne sont pas à la hauteur. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des envoyés, que les chefs de l'État, entre eux-mêmes, ils trouvent un terrain pour discuter eux-mêmes, pour mettre la balle à terre. Ça, c'est vrai. On a fermé les frontières, on a ouvert, ils ont refusé d'ouvrir. Maintenant, ils disent qu'ils veulent venir ici inaugurer. Par quelle voie ils veulent prendre pour venir au Bénin si la frontière est fermée? Bon, ça, c'est la question qu'il faut aussi se poser. Si vous pensez que... Le chef de l'État l'a dit, quand vous nous prenez comme ennemis, donc nos moyens aussi sont ennemis. Donc, quelque part, il a raison. Mais est-ce que, quelque part, on ne doit pas aller plus en profondeur? Est-ce qu'on ne va pas aller... Est-ce qu'on va pas s'asseoir, on va pas se mirer pour prendre les bonnes décisions? Parce que, comme je l'ai dit, la guerre entre ces deux, les autorités, eux, ne manqueront pas de quoi subvenir à leurs besoins. C'est la population qui va en souffrir. Est-ce que les deux ne vont pas penser à leur population? Est-ce que les deux ne vont pas penser à cette population-là qui souffre chaque jour et voir un peu comment est-ce qu'il faut résoudre ce problème? Et je le disais aussi, quand je parlais d'autres gros éléphants qui sont en train de se battre. Vous savez, aujourd'hui, le Niger est avec la Russie et avec la Chine. Le Bénin, nos alliés, c'est la France. Et nous voyons combien la nouvelle vague qui arrive est réfractaire à la France. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes aussi encore alliés à la France que nous sommes totalement ennemis à eux. Quelque part, il faut vraiment que la balle se pose. Moi, je pense que il faut aller doucement. Les deux sont tellement sur leur point de départ que c'est difficile de trouver une solution et c'est la population qui va en souffrir. Issora Djiguin, comment vous voyez un peu, on va dire, cette escalade entre les relations entre le Bénin et le Niger? Non, je crois bien qu'on n'a pas besoin d'aller du dos de la cuillère pour le dire. Tout ce qui arrive au Bénin, dans le cas de ce dossier, est, de mon point de vue, lié à notre collaboration. Du fait que nos relations, en tout cas entre le Bénin et la France, soient au beau-fils. Or, de l'autre côté, comme l'a dit notre cher ami tout à l'heure, ils sont dans une logique, dans un paradigme, n'est-ce pas, qui fait bon ménage avec la Russie. Ils ont tout fait pour chasser les Américains aujourd'hui. La Russie est parvenue à s'installer au Niger. Et donc, au-delà de cet aspect, il y a aussi le fait que cette information qui a circulé entre-temps faisait état de ce que la France s'apprêtait, n'est-ce pas, à installer ou implanter une base militaire dans le septentrion. Tout ça là réuni a, en quelque sorte,
hérisser ou irriter les autorités, les actuelles autorités nigériennes qui, n'est-ce pas, dans leur position, ont réduit encore tout le processus qui était en cours pour aller vers l'apaisement. Je crois que le ministre, je l'ai suivi comme un homme de mes compatriotes, je l'ai suivi à la radio, il a dit un certain nombre de choses. Quel ministre? L'ancien ministre des Affaires étrangères. Aurélien Agbenossi. Aurélien Agbenossi s'est exprimé, s'est prononcé sur la question. Voilà, chez nos confrères de RFI. Effectivement, il s'est prononcé sur la question. Il a dit qu'il était un peu surpris, n'est-ce pas, par cette décision, par cette allure, cette tenue que les choses ont encore repris, qu'il croyait que les deux pays allaient déjà vers l'apaisement. Mais hélas, le Niger a encore réduit sa position. Je crois qu'au-delà de tous ces aspects, il va falloir que des deux côtés, et le chef de l'État, l'actuel chef de l'État nigérien, et le chef de l'État béninois se départissent un peu de leur ego et puis voir, mesurer un peu les conséquences, puisque c'est les populations qui en souffrent. En haut, là-bas, ils n'ont pas de problème. Mais c'est au niveau de la base, les populations, les couches, n'est-ce pas, sociales qui en pâtissent. Il a dit tout à l'heure, lorsque deux éléphants se battent, évidemment, ce sont les herbes qui en pâtissent. Les herbes ici, ce sont les populations. Le chef de l'État béninois, n'est-ce pas, a œuvré pour que désormais, on ait une CEDEAO des peuples. Je crois que jusqu'à présent, il est resté intact dans cette position. Il a voulu que désormais, que les deux peuples, n'est-ce pas, puissent continuer, puissent filer le parfait amour comme cela a été de tous les temps, puisqu'au-delà de tout, le peuple nigérien et le peuple béninois ont des liens séculaires. Et donc aujourd'hui, tout individu qui pourrait, n'est-ce pas, être amené à les diviser, se retrouverait dans une posture ou une position qui est assimilable à quelqu'un qui veut mettre, n'est-ce pas, le doigt, n'est-ce pas, entre l'écorce et l'arbre. Ça va le brûler, il y aura problème. Et donc, au niveau du sommet, il faut que le chef de l'État béninois fasse un peu de concession. Pourquoi pas lui-même prendre le devant des choses et laisser les conseils, puisque jusqu'à présent, tout porte à croire que ces émissaires ont montré leurs limites. Tout ce qu'il prend en termes de décision, ce qu'il fait en termes de dialectique à ce niveau ne marche pas. Donc, il va falloir que lui-même prenne son bâton de pèlerin et aller discuter d'égal à égal avec Tiani et tout sa bande. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si le général Tiani veut bien discuter avec le président béninois? Est-ce qu'on ne peut pas subodorer, on va dire, un refus de collaboration? Je crois que selon des indiscrétions, l'actuel président nigérien aurait voulu que ce soit le chef de l'État béninois même qui vienne vers lui. Qui vienne vers lui pour discuter en tant que président de la République. Et là, ils se départissent de leur ego. Et là, désormais, on remet, n'est-ce pas, les choses à plat. On les remet sur la table et puis on en discute. Ah, voilà. Et puis là, ils s'entendent. Vous me permettez là de revenir un peu sur l'un des états d'âme du chef de l'État qui se désolait que ce soit par société, par partenaire interposé que les deux États se parlent. Est-ce que là, franchement, il n'a pas l'occasion maintenant à saisir, si ce que vous dites est vrai, d'entrer vraiment en échange direct avec le président nigérien? Je sais que cela n'est pas une bonne chose. Escamoter, n'est-ce pas, la procédure, n'est-ce pas, officielle et emprunter une voie un peu informelle n'est pas une bonne chose. C'est une manière, n'est-ce pas, de clochardiser notre pays. C'est une manière de se moquer en réalité des autorités béninoises. Et aucun chef de l'État, n'est-ce pas, à la place de Patrice Talon n'accepterait cela. Même en tant qu'individu,
Je ne peux jamais concevoir que lorsque j'ai des problèmes dans mon ménage, que ce soit quelqu'un d'autre qui m'informe de ce que ma femme est en train de faire, par exemple, pour que la situation soit réglée. Et donc, le Niger actuellement est resté carré dans sa position polémigène, bellogène, jusqu'à présent. Et ce n'est pas une bonne chose parce qu'après tout, comme on l'a dit, ce sont les peuples, le bas peuple qui en souffrent. Il y a également les opérateurs économiques qui en souffrent énormément. De l'autre côté, la frontière a été ouverte avec le Nigeria. Mais pourquoi pas chez nous ici? Le chef de l'État s'est senti, je le dis de façon triviale, s'est senti peut-être humilié. Il ne comprend pas pourquoi. Il a été agacé par la situation. Oui, il ne comprend pas, de mon point de vue, qu'il ait fait déployer autant d'efforts et que les autorités nigériennes continuent de maintenir leur position. Quand bien même on subordonne un peu cette situation à notre relation avec la France, ça n'a rien à voir en réalité. Ça ne devait pas, les autorités nigériennes ne devaient pas en tenir compte, puisqu'il faut voir la dimension économique, n'est-ce pas, du problème à résoudre. N'est-ce pas, les opérateurs économiques souffrent, le bas peuple en souffre. Et aujourd'hui... La base militaire française s'établissant au nord du Bénin, comme ils le craignent, est-ce que ce n'est pas une déstabilisation qu'ils craignent? Parce que cette base militaire étant un pouvoir irrégulièrement établi, parce que à partir d'un coup d'État, cette base militaire peut chercher à rétablir l'ordre, et c'est peut-être ce que craignent les autorités militaires. Nigérienne, pardon. Oui, je crois que c'est normal que les autorités nigériennes craignent cela, mais au-delà de cet aspect, ne nous contraignez pas, n'est-ce pas, à choisir nos partenaires. Eux-mêmes, ils ont dit désormais, il faut diversifier à leur niveau les partenaires. Ne nous amenez pas, n'est-ce pas, ne nous obligez pas à rester carrés avec un seul partenaire, avec la France. Aujourd'hui, ils ont rejeté la France, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils font? On dit, nous ne voulons plus des colons. Mais qu'est-ce qu'ils font? On laisse un et on va prendre un autre. Qu'est-ce que nous voulons au fait? Il faut que les autorités nigériennes reviennent à de meilleurs sentiments, reprennent, n'est-ce pas, la situation en main pour que désormais, elles puissent mener les bonnes démarches pour que entre le Bénin et le Niger, que la situation se calme et que désormais, qu'on reparte sur de nouvelles bases et que cette situation-là soit définitivement aplanie. Parce que au-delà de tout, vous voyez, c'est au sommet que ça se passe. Souvent, c'est au sommet, c'est entre les dirigeants au sommet. Le bas peuple n'a pas ce problème en réalité. Entre les deux peuples, le courant continue de bien se passer. Mais seulement, du point de vue social, du point de vue économique, il y a des problèmes parce que au niveau des deux gouvernements, il y a problème. Le Bénin attendait, n'est-ce pas, des prébendes à ce niveau. Le Niger également a fait des prévisions pour tirer le meilleur parti, n'est-ce pas, de cette affaire. Et aujourd'hui, que le chef de l'État béninois en vienne à prendre une telle décision, je crois qu'il s'est senti agacé. Et tout porte à croire que la partie nigérienne joue un peu de la guignolade. Et désormais, il faut qu'ils prennent conscience de ce que les deux peuples doivent rester ensemble, doivent collaborer pour le meilleur des populations à la base. Emmanuel Tambéré, je reviens à vous. Une fois que cette décision a été prise par le chef de l'État béninois, quelle aurait pu être la réaction du président ou du gouvernement nigérien face à cette décision? Est-ce que on n'aurait pas pu quand même noter une réaction officielle adressée officiellement au gouvernement béninois? Oui, normalement, c'est ce qui devrait normalement se faire. Si on veut au moins exprimer un certain respect envers le voisin, c'est ce qui devait être fait. Encore que, ils ont envoyé une société pour venir informer l'État béninois. Enfin, ça, c'est vraiment une provocation. Ça, c'est vraiment une provocation. Et vous voyez, le Niger, je pense que même en prenant cette décision, je me dis qu'ils devaient s'attendre au moins à cette réaction parce qu'ils ne sont pas en face. Ils savent quand même qui ils ont en face. Ils connaissent le président de la République du Bénin, ils le connaissent très bien.
Donc, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils vont envoyer une société venir les informer qu'ils veulent envoyer des gens pour venir inaugurer le Papel Annecy, et puis ça va se passer comme ça. Bon, je pense que quelque part, ils devraient s'attendre. Et c'est une provocation. Et moi, c'est pour cela que je vois un peu plus, je pousse un peu plus loin ma réflexion, et je me dis que ce n'est plus simplement entre deux États, c'est plus beaucoup deux idées qui sont en train de se confronter. Et de l'autre côté, les partenaires russes poussent les autres à réagir d'une manière. De l'autre côté, les partenaires français aussi, pour préserver toujours leur intérêt, parce que vous voyez, avec l'arrivée des Russes, ils ont tellement réduit la présence française en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, même le Sénégal sort de l'eau. Donc, les deux pays qui restent encore vraiment, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc, la France a intérêt à tout faire pour préserver au moins sa présence. Et c'est le même conflit. Si on analyse bien, on verra que c'est presque le même conflit qui a lieu en Ukraine actuellement. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants, au-delà de certains intérêts, qu'ils pensent à leur peuple, qu'ils pensent à la population, et qu'à un moment donné, qu'ils se disent, oui, nous avons choisi tel camp, mais nous pensons aussi à notre peuple. Allons doucement. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez prendre de la pâte pour le mettre dans le bébé que de manger pendant qu'il est au lait. Donc, il y a vraiment... les deux parties sont en train de nous imposer une idéologie que nous ne sommes pas encore tous prêts à accepter comme ça. Que chacun pense au moins à son peuple. C'est le peuple qui les a élus. Ce n'est pas ces partenaires-là qui les a choisis. C'est le peuple qui les a élus. Et c'est aussi pour ce peuple-là qu'ils sont là. Donc, qu'ils écoutent le peuple et qu'ils essaient de trouver une solution à l'amiable. Au-delà de tout, chacun est libre de gérer son pays comme il le veut. Il aura son compte à rendre après son mandat. Donc, qu'un pays veuille imposer son partenaire à un autre pays voisin, non, ça cause problème. Ça cause problème dans les relations. Et c'est pour cela j'incite sur ce que mon ami vient de dire, pour dire que maintenant, les discussions doivent être entre chefs d'État et chefs d'État. La situation est arrivée à un point où les chefs d'État doivent eux-mêmes décider de discuter face à face et non continuer toujours par s'envoyer des émissaires, des sociétés. Non, ça devient une insulte à la limite. Donc, que chacun aille vers l'autre et qu'il discute et qu'il trouve un terrain d'entente. Mais tout à l'heure, à écouter un peu les échanges, il y a un dialogue de sourds apparemment qui semble s'établir entre les deux chefs d'État. Comment pensez-vous qu'on puisse lever ce goulot d'étranglement? Je crois que le chef de l'État béninois, nous sommes arrivés à un point où il doit pouvoir s'humilier. S'il veut réellement que cette situation soit réglée, soit résolue, il lui appartient, n'est-ce pas, de prendre son bâton de pèlerin, comme je l'ai dit, aller vers Tiani. Mais il ne va pas le chasser, il ne va pas le renvoyer, il ne va pas le rejeter non plus. Donc, il faut qu'il voit toutes les conséquences que cela amène aujourd'hui au niveau de son peuple, même au niveau de l'État aussi, au niveau du gouvernement. Ça s'en ressent, les caisses de l'État s'en ressentent. Nous avons attendu beaucoup, nous avons fait des prévisions de chaque côté, fait des prévisions par rapport à ça. Il y a des sous qui devaient normalement rentrer par là. Mais aujourd'hui, tout est bloqué, tout est coincé. Donc, il faut que Patrice Talon prenne son bâton de pèlerin pour aller voir le président nigérien et régler cette situation pour que lui-même soit en paix. Mais il y a plus urgent au sein de la République. Ce n'est pas seulement la question du Niger. Non, il y a plus urgent à régler au sein de la République. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où Patrice Talon doit pouvoir se départir de son égo, comme le président nigérien également, pour discuter et finir avec, boucler ce dossier pour que tout le monde ait la paix. Parce que même de l'autre côté aussi, il y a des questions plus urgentes à régler. On se campe sur cette considération, celle qui fait état de ce que le Bénin serait l'ami de la France, tout ça là. Bon, non, chacun est libre de choisir son partenaire ou ses partenaires. Comme ils le font de l'autre côté aussi, ils sont libres, j'allais dire, de choisir la Russie. Et le Bénin est libre également de continuer par fricoter avec la France.
De ce point de vue... Est-ce qu'ils sont si libres si vous voyez le cas rwandais avec la RDC où on voit bien le Rwanda faire incursion sur le territoire congolais avec le M23 et autres. Est-ce que je n'ai pas, pour prévenir ces genres de conflits intervoisins que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est en train de prendre ces mesures-là? Non, écoutez, pour aller à cette situation, est-ce qu'on a forcément besoin de se comporter ainsi, d'agir ainsi? Non, je crois que chaque pays doit pouvoir mettre en place le dispositif sécuritaire qu'il faut au niveau des frontières pour que les frontières ne soient pas poreuses, parce que c'est ça qui amène les problèmes. Si la frontière est poreuse, mais de chaque côté, il y aura problème. Si les djihadistes viennent ici, on veut les combattre, ils vont fuir pour aller de l'autre côté. D'accord? Et donc, par rapport à ça, il appartient à chaque pays de prendre des dispositions qu'il faut pour contrôler, contrôler sa frontière, pour que cela ne soit pas désormais poreux et qu'il puisse maîtriser toutes les situations qui pourraient nuire à la sécurité du pays. Et donc, en arriver jusqu'à rester, n'est-ce pas, carré par rapport à cette question, non, ce n'est pas une bonne chose. Je crois que au niveau des deux pays, nous en pâtissons tous. Et donc, telle est la raison pour laquelle il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes arrivés à un niveau où Patrice Talon doit pouvoir, n'est-ce pas, prendre son bâton de pèlerin, appeler son ami et son collègue. Mais Aurélie Aguelonsi, ce matin, sur RFI, disait qu'il fallait quand même trouver un intermédiaire pour parler aux deux, parce que certainement il a noté cette affaire de « je t'aime moi non plus » entre les deux présidents. Est-ce que on ne pourrait pas vraiment recourir à cette médiation-là? Mais qui peut être ce médiateur? Il me serait un peu difficile de répondre à cette question. Qui peut-on choisir? Qui entrevoyez-vous selon les analyses, selon les questions géopolitiques aujourd'hui? Quel pays peut-il être à même de réconcilier les deux frères? De mon point de vue, c'est le Togo, puisque le Togo fricote correctement et en de bons termes avec les autorités nigériennes. Mais encore que là, il y aura problème parce que le Togo aussi tire beaucoup d'intérêt tire beaucoup de profit à partir de la situation. Justement, parce que vous n'allez pas passer sous silence la ruée du Togo vers le Niger pour lui dire, écoute, si tu as des difficultés avec ta première épouse, moi je me propose, j'ai mon port, je te faire tout ce qu'il y a comme facilité pour que, même si la distance serait plus grande. Donc, telle est la raison pour laquelle j'ai aujourd'hui un peu de difficulté à pouvoir doiter un médiateur. Il appartient au chef de l'État de prendre les choses en main, tout simplement. De ne pas avoir d'abord désigner un intermédiaire, tout ça là. Non, lui-même. Ça, ces missions ont échoué. La seule carte qui reste aujourd'hui, c'est lui-même. Il faut qu'il reprenne les choses en main. Il dit, maintenant, là, je prends la décision d'aller voir le président nigérien, moi-même. Mais ils seront contents. Et puis là, d'ailleurs, même ils seront surpris. Si je peux m'exprimer ainsi, ils seront surpris d'avoir... Ah, attention, l'homme dont on parle là, c'est lui-même qui est venu. Attention, là, il faut le prendre au sérieux. Et là, ils vont discuter d'égal à égal. Et puis, la situation sera réglée. Tout le monde, désormais, va pousser une ouf de soulagement par rapport à tout ceci. Et donc, aujourd'hui, recourir forcément à un intermédiaire, en tout cas, de mon point de vue, je ne crois pas que ce soit la bonne solution, l'alternative qu'il faut pour régler cette situation-là. Alors, M. Emmanuel Tambéré, comment voyez-vous vraiment la suite de cet événement-là malheureux? Est-ce que cette décision que le Bénin a prise a été vraiment bien pensée? Le pipeline a été quand même présenté comme l'un des projets phares, qui soit le grand pourvoyeur des caisses de l'économie nationale. Si on en vient à bloquer ce chargement-là, on ne pourra plus prétendre à ces plus-values qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Oui, si vous permettez, je voulais peut-être suggérer d'abord un médiateur
Et avant de répondre à ma question... D'accord, allez-y. Oui, je pense que peut-être le Nigeria pourrait être le mieux à être un médiateur parce que lui, il a eu le même problème avec le Niger. Aujourd'hui, il s'en est sorti. Et puis, c'est quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'intérêt avec... il n'a pas trop d'intérêt avec le Nigeria, avec le Niger du moins, sur les intérêts du Bénin, sur les intérêts que le Bénin a avec le Niger. Donc, je pense que ils peuvent exploiter leur expérience à régler le conflit entre eux et le Niger et aider le Bénin à trouver une solution. Donc, moi, je pense que le médiateur idéal en ce moment, c'est plutôt le président nigérien. Moi, en posant la question, je pensais plutôt à la CEDEAO et peut-être, subséquemment au Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui en assure la présidence aujourd'hui. Donc, il était de bon ton que, subrepticement, ça puisse se faire. Bon, si on dit CEDEAO, ça fait pas, on ne prend pas ça d'un bon œil au Niger. Donc, disons Nigeria, c'est mieux. Maintenant, par rapport à la question qui m'était adressée sur le blocage vous savez, la plus-value économique au plan national qui nous échappe alors. Oui, c'est pourquoi je trouve que notre président doit essayer de mettre la balle à terre. Vous savez, ce n'est pas celui qui s'humilie se met au-dessus de celui qui reste toujours campé sur sa position. Ce n'est pas... Peut-être qu'il crée l'incident pour obtenir une solution. Bien sûr, non, mais s'il s'humilie, s'il pose le premier pas, comme je pense qu'ils seront même surpris. Effectivement, ils seront surpris parce qu'ils se disent que ce président, il est trop ferme, il est ci, il est ça. Mais là, s'il pose le premier pas, là, ils vont vraiment voir sa bonne volonté. Parce que même si vous écoutez bien l'interview dans laquelle il a parlé, il est bien disposé à discuter avec eux. Il veut rétablir les relations entre... il les appelle frères et amis. Donc, je pense que il faut remettre la balle à terre. Parce que, vous savez, pourquoi le Bénin a intérêt à faire le premier pas? Le Niger a subi déjà plusieurs sanctions. Et si le Premier ministre, sur une télévision française, disait qu'avec les sanctions qu'on a données au Niger, ils ne pourront pas tenir pendant 3 mois, et qu'ils ont tenu pendant toute la durée des sanctions, c'est dire que c'est quand même un peuple qui est un peu préparé. Ce n'est pas comme le Béninois, qui n'est pas trop préparé à tellement de sanctions, à plusieurs privatisations. Donc, si le président béninois est soucieux, puisque son second mandat a été mis sur le social, s'il veut vraiment y arriver avec de bons résultats au niveau social, il faut vraiment qu'il pose le premier pas pour rétablir. Parce que ils sont sur un plan B. En faisant ça, ils ont forcément un plan B. Et si c'est un plan B qui élimine le Bénin, là, ça devient encore sérieux. Ils sont capables de patienter. Ils sont capables encore de subir, d'en souffrir un peu. Et n'oubliez pas aussi qu'ils ont certains voisins qui sont en train de les soutenir quand il y a problème. Donc, il y a le Burkina qui est là, il y a le Mali qui est là. Et aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir que le Sénégal aussi va les apporter bientôt un secours. Donc, c'est de l'intérêt du Bénin de s'humilier. Le Bénin est toujours beau monde, ne va rien faire pour le Bénin? Bon, c'est là où vous verrez l'action des forces extérieures qui sont en train d'agir. Tout ce beau monde, ils partagent la même idéologie que le Niger. Donc c'est là le problème. Et aujourd'hui, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire qui demeurent aujourd'hui grands partenaires de la France. Bon, depuis que ça a commencé, on n'a pas encore une réaction d'Abidjan. Donc ça veut dire que les autres, on sent quand même une solidarité. On sent quand même que quand l'autre a un problème, ça intéresse les autres. Ils veulent tout faire pour que l'autre ne tombe pas. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà créé l'AES. Et si un État de l'AES tombe, c'est que l'AES est fini. Donc ils feront tout pour subvenir aux besoins du Niger. Et vous avez vu ce que le président burkinabé a fait? Il a partagé des tracteurs qui vont labourer gratuitement des terres. Les jeunes vont se mettre ensemble. Et les tracteurs ils vont produire suffisamment. L'AES, d'ici là, risque d'être indépendante de façon sur le besoin de céréales. Et
qui perd, c'est encore nous le Bénin. Si le projet est détourné, c'est pourquoi je pense quelque part que le Togo n'est pas le bon médiateur. Le Togo risque d'aller même enfoncer encore le clou. Aujourd'hui, l'intérêt du Togo, aujourd'hui, c'est que le Bénin pète complètement, les relations entre le Bénin et le Niger se gâtent complètement pour qu'eux continuent toujours de prospérer. Et c'est cette politique-là qui, que plusieurs ont fustigé, mais nous sommes dans une jungle. Chacun se bat pour le bien-être de son peuple. Chacun se bat pour le bien-être, pour aussi faire des résultats. Donc, je pense que la stratégie que Faure a utilisée a mis beaucoup aussi en mal le Bénin. Et tout cela fait que notre président devrait poser le premier pas. Pas parce que il a échoué, pas parce que on l'a rabaissé, non, mais parce que il a une qualité qui est l'humilité. On a besoin de voir ça aussi. Le peuple béninois a besoin de voir ça. Et voilà, je pense que tout cela va apaiser les tensions. S'il faut passer par un médiateur, passer par le Nigeria, sinon que les chefs de l'État se discutent entre eux. Et aussi, il faut aussi donner toutes les garanties au Niger. Ils ont dit qu'il n'y a aucun intérêt, qu'une base française soit installée à Malanville. Donc, si le Niger veut, je ne sais pas quelle est aussi leur source, et qu'ils viennent vérifier les informations, la véracité des informations que le président béninois a dit pour se rassurer. Nous, on a besoin, il ne faut pas que ceci, il reste, enfin, le président béninois peut bien avoir la volonté aussi de discuter, d'aller vers eux, mais si, ils sont peinards chez eux aussi, et puis ils pensent qu'ils vont le malmener comme, ça, ce n'est pas possible, c'est un roi, non, c'est notre autorité, c'est notre première autorité. Donc, quelque part, il faut aussi un minimum de disponibilité au niveau du côté Niger pour que les choses entrent en ordre. Nous, on ne souhaite pas que ce projet soit perdu. On ne souhaite pas que, que le pétrole ne passe plus par le Bénin, le pétrole du Niger ne passe plus par le Bénin. On le veut vivement. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Ce serait pour nous l'occasion aussi au moins de se sentir impliqué dans une mine qui est rare, sinon qui est importante, et que ça passe par le Bénin, ça va augmenter les devises. Et voyons les intérêts, voyons la finalité, voyons tout ce qu'on a à perdre, tout ce qu'on a à gagner, et mettons la balle à terre. Le peuple est toujours le peuple. Ils ne sont pas là pour leurs propres intérêts, ils sont là pour le peuple, qu'ils pensent au peuple, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger. Alors, Issola Djiguin, bien qu'étant conscient des devises que ce peuple-là, qui passe par le Bénin, devait pouvoir apporter aux caisses nationales, le chef de l'État a quand même décidé de bloquer le fonctionnement ou l'inauguration de cette affaire. Est-ce qu'on peut dire que vraiment c'était nécessaire d'en arriver là, de priver le Bénin de ce qu'il peut gagner? Si Patrice Talon en est arrivé à une telle décision, c'est certainement parce qu'il a joué toutes les cartes, il a joué toutes les cartes qu'il faut à son niveau pour qu'on n'en vienne pas là. Mais malgré tous les efforts qu'il fournit, qu'il déploie dans le sens de l'apaisement, il se rend compte de ce que les autorités nigériennes sont restées carrées dans leur position et ne veulent pas ouvrir la brèche, ne veulent pas lâcher du lest un tout petit peu pour que les discussions qui vaillent plus être engagées. Et donc à partir de ce moment-là... Il y a une vidéo qui circule sur la toile et qui dit, où j'ai entendu, on l'attribue volontiers au chef de l'État nigérien, mais nous on n'a pas pu authentifier, c'est pour cela qu'on ne pourrait pas le passer, mais il y a quand même eu des propos qui sont à l'intérieur qui intéressent. Est-ce que le chef de l'État serait parti un peu plus vite? Sinon, selon la vidéo, c'est que, il y a eu mea culpa de la part du Bénin au dernier sommet du Niger, de la CEDEAO, par rapport au Niger. Et les autorités nigériennes seraient en train de prendre des dispositions pour changer de position et peut-être éventuellement ouvrir la frontière bénino-nigérienne. Mais est-ce que là, avec cet acte-là, le chef de l'État n'a pas donné l'impression d'être allé trop vite en besogne? Bon, est-ce qu'il
On peut dire qu'il est allé trop vite en besoin, c'est parce qu'il ne sent aucun signe d'apaisement de l'autre côté. Il a dit Mais d'ailleurs. malgré le mea culpa qu'auraient fait les autres et tout ça, et on attend le Bénin également dans cette position, je crois qu'il y a un petit problème à ce niveau, puisque les choses n'ont pas bougé. Depuis ce temps jusqu'à présent, le chef de l'État a senti que, malgré tout ce qui se fait, les lignes n'ont pas pu bouger. Et donc, désormais, il faut que j'en vienne à une pareille décision pour voir, parce que c'est inadmissible que je sois président de la République et que ce soit des privés qui m'informent. Une société privée qui m'informe de ce que les autorités nigériennes s'apprêteraient, n'est-ce pas, à venir inaugurer, que j'ai sur mon territoire. C'est humiliant, à la limite. Et donc, si Patrice Talon a tenu... Donc, la réaction de Patrice Talon est légitime. Légitime. S'il a décidé, n'est-ce pas, de tenir en laisse les autorités, le Niger par rapport à cette question-là, c'est pour les amener à fléchir un tout petit peu. Donc, désormais, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit par rapport à la vidéo dont vous parlez, je n'en ai pas connaissance, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, sans pouvoir, n'est-ce pas, je l'ai évoqué en filigrane, sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai dit, désormais, Patrice Talon a toutes les cartes en main pour aller régler, dégeler cette situation. On a dit que le président béninois, il serait égoïste, il serait ci et ça. Donc, il serait même, les autorités, que Patrice Talon, n'est-ce pas, se lève aujourd'hui, prenne son bâton de pèlerin pour aller au Niger, voir son ami, son collègue de l'autre côté, mais ça surprendra plus d'un en tout cas. Telle est la raison pour laquelle Patrice Talon doit prendre conscience de ce que aujourd'hui il n'a plus de solution et que la solution, la seule possibilité qui reste, c'est lui-même. Laissons affaire de médiateurs, d'intermédiaires, tout cela comme l'a suggéré. Mais s'il prend cette décision-là et que le chef de l'État nigérien n'était pas prêt à l'écouter, à le recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne crois pas que le président nigérien puisse se mettre dans une pareille posture, qu'il apprenne que le chef de l'État béninois, je crois qu'il y a des démarches à opérer, à effectuer en amont. Si toutes ces démarches-là sont effectuées... Des démarches diplomatiques. Oui, diplomatiques. Donc, si tout ça là est effectué, je ne crois pas que le président nigérien puisse, n'est-ce pas, se mettre à rejeter, en soit, n'est-ce pas, arriver ou ose rejeter une pareille offre. C'est une offre, après tout. Et donc, il faut que les deux, n'est-ce pas, mettent un peu de l'eau dans les vins, se départissent des considérations néocolonialistes et autres là, pour, n'est-ce pas, désormais filer ou refiler le parfait amour pour que le peuple nigérien et le peuple béninois cessent de souffrir de cette situation. N'est-ce pas, de porter la folle enchère d'une situation dont ils ne sont pas auteurs. Ni le peuple nigérien, ni le peuple béninois, aucun d'eux n'est auteur de la situation qui se produit actuellement et qui joue dangereusement, n'est-ce pas, sur leur dimension sociale, d'accord, et qui joue également sur les caisses de l'État, puisque je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin attend beaucoup, n'est-ce pas, de redevances par rapport à cette pipeline. De l'autre côté également, on a fait des prévisions. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a levé récemment des milliards sur le marché de l'UEMOA. Ils ont fait l'emprunt obligataire. Je crois que c'est parce que cela a eu un petit problème à ce niveau-là que désormais le Niger a dû jouer, n'est-ce pas, sur cette solution. Et le Niger a dû choisir ce plan B. Comme l'a dit tout à l'heure notre cher ami, je crois que le Niger aujourd'hui compte beaucoup sur l'AES. Ils savent que dès la moindre incartade, les autres vont venir au secours. Voilà que les deux peuples souffrent. C'est le peuple qui les a élus. Ils sont redevables au peuple et non à des partenaires. Que ce soit russe, français, chinois, tout ça là. Mais comment? On n'est pas redevable à ceux-là
le chef de l'État béninois est redevable au peuple béninois, puisque après tout, c'est au peuple de rendre compte, n'est-ce pas? C'est au peuple qui va rendre compte, et non aux partenaires, que ce soit français, russe et chinois, comme je l'ai dit. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il faut se départir de toutes ces considérations et aller négocier, parler, pour que la situation soit aplanée et puis définitivement réglée. Mais entre-temps, selon toujours cette vidéo ou cet audio, le Niger aurait une solution toute faite. Construire la raffinerie, finalement, au niveau de Gaïa, qui est frontalier au Bénin, et tous les éventuels acheteurs ayant besoin de pétrole iront s'approvisionner justement sur cette plateforme-là. Est-ce que vous voyez l'entreprise aussi simple et pouvoir régler le problème? Est-ce que le Bénin n'est pas laissé en rade entre-temps avec cette décision, si elle s'avérait? Je crois que je l'ai déjà évoqué. Hein. Tiani ne prend pas cette décision sur un coup de tête. À son niveau, c'est un militaire. Je le vois faire des simulations d'abord avant de prendre une décision. Il a un plan B, C, D, jusqu'à Z. Et à son niveau, il fait des simulations. Tout comme le président Patrice Talon. Patrice Talon, oui, je sais, sa manière de réfléchir, qui me sidère d'ailleurs, je l'ai dit à maintes reprises. Avant de prendre cette décision également, il réfléchit. Il a un plan B, plusieurs plans d'ailleurs. Et donc, il réfléchit. C'est après mûre réflexion qu'il jette la décision au sein de l'opinion et chacun commence par courir dans tous les sens. Ici, je ne crois pas que cette décision désormais d'ostraciser le Bénin pour aller établir une raffinerie à Gaïa ne serait pas la bonne solution. Ce ne serait pas la bonne solution. Et pourquoi? Et donc, pourquoi ce ne serait pas la bonne solution? Non, si... Ils ont même dit que ça leur permettra d'avoir une plus-value de leur économie. Ça permettra de créer de l'emploi aux jeunes désœuvrés, aux jeunes Nigériens qui sont désœuvrés et qui n'ont pas de travail aujourd'hui. Ça va permettre de résorber le chômage un tant soit peu. D'accord. D'accord. Mais est-ce que ce serait aussi simple, comme on le dit? Est-ce que ce serait simple? Réfléchissons correctement avant de poser avant de poser un tel acte. Si le Niger décide d'aller construire une raffinerie, est-ce que cela va se faire du jour au lendemain? Est-ce 2 mois, 3 mois, comme on le pense? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution, au-delà de trouver des emplois, tout ça là. Mais tout ce qu'ils font dans le pays aujourd'hui, c'est pour trouver de l'emploi aux jeunes qui sont un peu semés un peu partout en Afrique de l'Ouest, qui constituent, n'est-ce pas, qui font de la mendicité un peu partout. Entre-temps, je crois qu'ils ont même pris la décision de rapatrier tout ce monde-là au Niger pour que désormais puisse servir le pays. Ensemble, qu'ils puissent, n'est-ce pas, construire le développement. Ces bras valides-là puissent aider à construire le développement du pays. Et donc, je ne crois pas que ce soit une bonne alternative pour le Niger d'aller établir, n'est-ce pas, construire une raffinerie. Qu'est-ce qui va empêcher le Niger de réaliser ce vœu-là, par exemple? Mais je crois que s'ils prennent la décision, rien ne les arrêterait. Mais l'autre chose, je crois bien qu'avant de passer par le Bénin, ils ont bien réfléchi. Le projet a été correctement élaboré. Ils ont, n'est-ce pas, analysé tous les contours et savent que le pays par lequel ils puissent prendre et qui sont, n'est-ce pas, qui puissent leur faire bénéficier de beaucoup de choses, c'est le Bénin. Qui puissent leur accorder assez d'avantages, c'est le Bénin. On a parlé du Togo, on dit désormais, bon, lorsque la crise est survenue, on dit, bon, désormais on passe par le Togo. Et cela a été simple. Mais ils l'ont expérimenté, eux-mêmes le savent. C'est pour créer davantage de problèmes à leur population. Et donc, je me rappelle que à l'occasion de la récente organisation concernant les maires francophones, nous avons interrogé ou interviewé, si vous voulez, en termes clairs, nous avons interviewé un journaliste
nigérien, qui est aujourd'hui consultant, spécialiste du Sahel, s'est dit, on l'a interviewé et nous a dit, s'il y a un pays contre lequel le Niger ne peut pas se passer aujourd'hui, c'est le Bénin. Et donc, il ne l'a pas dit sur un coup de tête. Il le sait très bien. L'avantage que le Niger a à collaborer avec le Bénin, le port est là, notre poumon économique. Mais il est désœuvré aujourd'hui. Il est désœuvré. Selon certaines langues. Il est désœuvré. Bon, en tout cas, ceux qui le disent ça, pourquoi ils le disent, n'est-ce pas? Mais de mon point de vue, le port du Bénin, le Niger, quelles que soient les gymnastiques, quelles que soient les acrobaties, quelles que soient les contorsions qu'ils feront, ils auront toujours besoin du port de Cotonou. Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Et donc, il faut que le président nigérien, pour une fois, lâche du lest, oublie les considérations néocolonialistes, oublie les pays de l'AES par rapport à cette question précisément, pour que désormais, on fasse table rase du passé et régler définitivement cette question, régler ce problème pour le bonheur des deux peuples. D'accord. Alors, M. Tambéré, est-ce que vous voyez la chose du même œil que votre vis-à-vis? Parce que tout porte à croire que, le Niger serait à la merci du Bénin, alors qu'il a bien décidé de tourner le dos au port de Cotonou. Nous ne nous voilons pas la face. Est-ce que nous n'allons pas vraiment aller chercher vraiment loin les solutions pour pouvoir ramener, pour faire les yeux doux au Niger, afin qu'ils reviennent sur nos installations portuaires? Parce que ça nous crée un manque à gagner. Oui, bien sûr. Nous sommes en une période de conflit et tout ce que nous constatons, c'est les conséquences du conflit. Maintenant, lorsqu'ils disent que, si on se réfère à l'audio que nous avions peut-être écouté, qui disent qu'ils vont peut-être installer une base à Gaïa. Quand ils disent à Gaïa, ça veut dire qu'ils comptent encore sur le Bénin pour transporter, pour passer. Ils comptent encore sur le Bénin. Parce que la frontière, le Gaïa, c'est la frontière du Bénin et du Niger. Alors, si vous installez une base là, par où ça va passer pour aller dans un port? Ça veut dire qu'ils comptent encore beaucoup plus sur le Bénin. Ils n'ont même pas pensé à peut-être le faire à la frontière du Niger au Togo. Mais ils sont venus à Gaïa. C'est là où on voit clairement que le Bénin est incontournable. Oui, la petite précision, c'est que ce ne serait plus alors l'État nigérien qui va s'occuper de ces formalités-là. C'est aux importateurs, aux acheteurs de s'occuper, à partir de cet instant, de tout ce qu'il y a comme formalité. Mais pour le transport. Si vous fermez la voie et vous dites aux investisseurs de venir faire des formalités, le Bénin a ouvert la frontière, c'est eux qui ont fermé. Il y a le transport aérien auquel ils peuvent... Et si c'est ça, il allait le faire peut-être à Niamey. Là, c'est là ils ont leur aéroport. Il n'y a pas d'aéroport à Gaïa. Donc, tout ce qu'ils ont, ils sont en train de dire, ils savent que le Bénin est incontournable. Donc, c'est là aussi, eux doivent savoir que, quelque part, c'est un gros investissement qui a été fait ici déjà. Ils vont détourner ça pour le faire pendant combien de temps pour avoir le même résultat? C'est parce qu'ils n'ont pas sorti peut-être un franc pour peut-être l'installation qu'ils se le disent. Il y a la société il y a les contrats qui ont été signés. Je pense qu'après tout, c'est là où tout le monde va se référer pour résoudre ce problème. Il y a eu des contrats signés. Il y a un contrat signé entre l'État, les deux États et la société prestataire. Donc, actuellement... Il y a même d'autres sociétés aussi, prestataires, qui ont signé. Bien sûr. Donc, je pense que si tout se bloque, il faut se retourner à ces contrats-là pour voir quelle est la solution idéale. Mais le mieux serait d'aller dans un sens de dialogue et d'ouverture pour permettre à ce qu'il y ait une solution réelle. Le Bénin est incontournable. Sincèrement, le Bénin est incontournable dans cette affaire-là. Et donc, le Niger le sait. Ils peuvent effrayer, ils peuvent vous montrer, mais ce n'est pas possible. Donc, je pense également de la même manière que mon frère Ishola, et je dis qu'il faut rétablir les relations. C'est la solution qui est là actuellement. Rétablir les relations. Maintenant, si vous avez d'autres conflits avec d'autres partenaires, ça c'est autre chose. Mais ne faites pas souffrir une population, ne faites pas souffrir des populations pour des intérêts très égoïstes. Sur ce point-là, le projet est conçu. C'est vrai que certainement,
Si c'était à leur temps que le projet était réfléchi, peut-être qu'ils auraient peut-être dévié vers le Togo directement. Là, ça aurait été, il n'y a pas eu de problème. Mais là, ils sont venus trouver un projet déjà préparé, cuit et presque prêt à manger. Et il ne faut pas qu'ils se privent de ce repas-là, qui est super circulant. La distance entre, quand on prend, il n'y a rien à voir avec le Nigeria et il n'y a rien à voir avec le Togo. Pour passer par le Togo, c'est pour cela qu'ils en souffrent. Même si le port du Bénin est comment, le Niger passera toujours par le port du Bénin s'il n'y a pas de conflit. Donc, ça les arrange, c'est plus facile. Et nous partageons, quand vous allez au Niger, quand vous allez à Malanville, la population de Malanville, déjà pas de Kandi, la population de Kandi, de Malanville, jusqu'à Gaïa, c'est presque la même population. Donc, c'est vraiment des peuples frères. Quand on dit peuples frères, c'est réellement des peuples frères. C'est les mêmes peuples qui habitent à cette frontière-là. C'est comme les Minans qui habitent de l'autre côté de la frontière avec le Togo qu'au Bénin. Exactement, c'est exactement. Donc, au-delà de tout, n'allons pas vers cette guerre qui n'a pas son sens. Nous, on n'a pas besoin de ça en Afrique. L'Afrique a d'autres objectifs. On a d'autres combats. Chaque État, les deux États ont plusieurs combats sérieux à mener que de se cramponner sur ce sujet-là dont la solution est là. C'est simplement l'ego de chaque président qui bloque vraiment la solution. Que chacun entre en lui-même. C'est vrai, le Bénin a commis peut-être la seule erreur du Bénin dans cette affaire. C'est les toutes premières réactions de notre président lorsque le coup d'État est arrivé. Donc ça, c'était un choc. Mais il est revenu. Et c'est lui qui a été le premier à souhaiter l'ouverture des frontières. Donc, un petit regret. Et je dirais, il s'est, je cherche le mot juste, il s'est humilié et il a pris la bonne décision. C'est pas parce que vous avez gagné une première bataille que vous croyez que vous avez gagné la guerre. Donc, au-delà de tout, mettons la balle à terre. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, tout se règle en famille. Il ne faut pas qu'on laisse des étrangers venir nous dicter leur façon de régler les problèmes et que nous soyons aussi excités par ça parce qu'ils nous proposent des choses, ils nous miroitent certaines choses. On n'a pas encore vu. Il faut qu'on voie d'abord. Donc, les peuples ont soif, les peuples ont faim et qu'ils pensent à leur peuple et qu'ils soulagent leur peuple avec une bonne décision. Que le port soit ouvert pour le Niger, que la frontière soit ouverte aussi pour le Bénin et que tout le monde reprenne les bonnes relations. Maintenant, sur la gestion de leur souveraineté, de leur territoire, ils peuvent mettre qui ils veulent, ils peuvent barricader comme ils veulent, mais que ces frontières, que ces relations qui touchent à la population soient résolues, que ces problèmes-là soient réellement résolus pour le bien-être des populations frères et amis du Bénin et du Niger. Ishola, vous allez conclure, mais en guise de conclusion, est-ce que les deux chefs d'État ne pourraient pas recourir peut-être à des sages qui, ma foi, pourront leur dire les mots qu'il faut afin que la tension puisse tomber? Non, ben c'est pas mauvais parce qu'on l'a remarqué, entre-temps, on l'a noté. Au niveau lorsque les frontières ont été fermées, je crois que c'est les sages. On a passé par les religieux pour, n'est-ce pas, aller négocier avec les Nigériens pour que tout au moins puissent recevoir la délégation officielle qui a été envoyée en son temps pour négocier et trouver un terrain d'entente, un modus vivendi en fait. Et donc ici, ce n'est pas mauvais que de recourir aux sages, mais est-ce que cela va porter son fruit? Je ne sais pas, je ne saurais le dire avec beaucoup de certitude, mais comme je le dis... On ne peut rien à essayer. Oui, on peut toutefois l'essayer, mais je crois que Patrice Talon a beaucoup à jouer dans cette histoire, dans cette affaire. Il lui appartient de prendre son bâton de pèlerin. Je le répète encore, Patrice Talon doit aller vers son ami nigérien. Je l'appelle ami parce que c'est les deux peuples sont des peuples frères et amis, au-delà de tout. Et donc, il faut que Patrice Talon se dépasse de toutes les considérations, qu'il ne voit pas tous les efforts qu'il a fournis jusqu'à présent et que les présidents, les autorités nigériennes tentent un peu de balayer du revers de la main. C'est vrai, il a été le tout premier à avoir réagi
par rapport après le coup d'État. Mais il a été également le tout premier à avoir, n'est-ce pas, réagi positivement Encore 30 secondes pour finir. Pour que les sanctions soient levées. Donc, il faut que les autorités nigériennes mettent de l'eau dans leur vin. Patrice Talon également doit se lever pour aller vers les autres et négocier cette histoire-là pour qu'on en finisse une fois pour de bon. Merci. Merci, Chola Diga. Je vous rappelle, vous êtes directeur de publication de Providential News. Je suis avec Emmanuel Tombéré, qui donc est activiste sur les réseaux sociaux et qui adore activer, creuser l'actualité, les infos sûres. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. On est en Afrique. En Afrique, c'est la concertation. En Afrique, c'est bien sûr les échanges, c'est la courtoisie, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et tout ceci doit prévaloir dans ce cas de crise entre le Niger et le Bénin. Nous espérons que la solution pourra être vite trouvée. Merci à chacun et à tous d'avoir été là. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Big, c'est le pied.